djihadistes, la guerre au Sahel aura-t-elle lieu? C'est une question qu'on se pose depuis minuit, depuis la fin de l'ultimatum que la CEDEAO avait adressé aux putschistes nigériens. D'abord, on fait le détail de la situation, les indispensables de Justine Fraissinet. Bonsoir Justine. Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Alors, l'ultimatum, je l'ai dit, a pris fin hier soir, enfin dans la nuit au Niger, et la situation reste figée, tendue. Oui, plus que jamais. Hier soir, 22h, heure française, fin de l'ultimatum que la CEDEAO, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, avait fixé il y a 7 jours pour libérer le président nigérien. La junte nigérienne reste campée sur ses positions. Le président Mohamed Bazoum est toujours détenu et il y a des indices qui montrent que la tension continue de monter. Premier indice, il n'y a aucun signe de négociation possible ou souhaité par le camp des putschistes. Au contraire, hier soir, les militaires nigériens ont annoncé fermer l'espace aérien du pays, estimant qu'une intervention armée de la CEDEAO est de plus en plus probable. Écoutez le porte-parole de la junte. Face à la menace d'intervention qui se précise à travers la préparation à partir d'un pays voisin, l'espace aérien nigérien est fermé à compter de ce jour. Toute tentative de violation de l'espace aérien national fera l'objet d'une riposte énergique et instantanée. Deuxième indice, le soutien ne faiblit pas à l'extérieur du pays. On apprend aujourd'hui qu'une délégation officielle du Mali et du Burkina Faso est envoyée à Niamey, je cite, en solidarité, conduite par l'un des hommes forts de la junte malienne au pouvoir. Le Mali et le Burkina Faso restent sur leur ligne. Si la CEDEAO intervient contre les putschistes nigériens, ils répliqueront militairement. La Guinée promet aussi d'être solidaire. On comprend donc que la réplique serait régionale. Troisième indice que la situation est figée, l'orientation prise par la population. Les jours passant, les habitants semblent de plus en plus nombreux à soutenir la junte. Démonstration de force des pro-putschistes hier. Un immense rassemblement a eu lieu dans le stade Séni-Kouché de Niamey, le plus grand stade du Niger. Les militaires de la junte ont paradé devant 30 000 sympathisants. La foule les a acclamés et a hué la France et la CEDEAO. Les drapeaux nigériens et russes étaient partout, mais aussi ceux des soutiens maliens et burkinabés. Bref, il n'y a pas de désaveu de la population. Et puis ce qui est nouveau, c'est que des habitants semblent se préparer pour un conflit. Plusieurs organisations civiles ont rejoint le camp des putschistes. Et puis regardez ces images. Chaque soir désormais, des habitants organisent des veillées nocturnes. Sur les scooters et sur les voitures, ils affichent les portraits du général Tchiani, le chef des putschistes. Il porte également des t-shirts aux couleurs du CNSP, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le groupe des putschistes. En clair, il rassemble les soutiens populaires en cas d'intervention armée de la CEDEAO. Et du côté précisément des pays de la CEDEAO, enfin, hors Mali, Burkina Faso et Guinée. Alors certes, on n'a pas vu d'exécution de la menace dès la fin de l'ultimatum, mais eux aussi effectivement se préparent à intervenir. Pour preuve, un nouveau sommet doit se tenir jeudi. La CEDEAO reste campée sur ses positions. Écoutez le commissaire de l'organisation. It's not going to tell the coup plotters when and where we are going to strike. That is an operational decision that will be taken by the heads of state, and we want this message clearly transmitted to the leaders of the junta in Niger that we are giving them every opportunity to reverse what they have done. Rappelons que ces pays ont achevé ce week-end de tracer les contours d'une intervention militaire. Les chefs d'état-major des pays membres ont parlé des ressources nécessaires en hommes et en armes, mais la CEDEAO a aussi défini le moment et la manière d'intervenir. Ce que l'on comprend donc, c'est que c'est juste une question de temps. Merci Justine. Vous revenez dans quelques minutes pour nous parler des djihadistes, parce que c'est une autre dimension extrêmement importante, mais on s'arrête là pour l'instant. Niagale Bagayoko, quel regard vous portez sur cette situation qui, avec notre œil pour l'instant, semble extrêmement tendue malgré tout? Il n'y a pas d'avancée. Comment vous analysez ce qui se passe aujourd'hui?
Alors, la situation reste tendue, mais il y a un élément très important qui est intervenu hier soir, c'est la décision par les sénateurs du Nigeria de faire savoir qu'ils appelaient la CEDEAO à explorer davantage les voies de la diplomatie et de la médiation. Ce qui est extrêmement important parce que, au-delà d'un engagement de 8 jours, le président du Nigeria, qui est le plus interventionniste aujourd'hui, a l'obligation d'obtenir l'aval du Parlement. Oui, on voit que c'est pas aussi simple que ça de dire allez, on intervient sur Niamey. On s'aperçoit que, comme pour toute intervention dans un cadre multinational ou multilatéral, il y a des procédures à respecter, qu'elles peuvent être très complexes, notamment parce que les parlements des différents pays peuvent être impliqués. On a vu aussi qu'à la suite de cette déclaration, les ardeurs qu'on avait cru vives de la Côte d'Ivoire semblent avoir été modérées. Le président Ouattara est moins affirmatif quant à son soutien à une intervention qu'on avait pu le penser. Disons l'ancien président Conan Bédier, là, en ce moment. Donc, oui, exactement. Et dernier élément très important, il semble que les États-Unis sont extrêmement actifs dans la gestion de cette crise et que malgré la fermeture annoncée de l'espace aérien, un avion du US Air Force a pu décoller de Niamey pour aller chercher des médiateurs de la CEDEAO qui reviendraient accompagnés avec un émissaire américain. On ajoute à ça que les chefs d'État de la CEDEAO se réuniront jeudi, ce qui, a priori, laisse donc un temps peut-être de négociation possible avant qu'ils prennent une grande décision. On sait malgré tout que les chefs d'état-major ont travaillé tout le week-end. A priori, ils doivent avoir un plan d'intervention qui est prêt. Le rapport des forces, d'ailleurs, est comment il est très largement en faveur de la CEDEAO, si jamais il devait intervenir? La difficulté, donc effectivement, cette réunion qui a eu lieu avec le comité des chefs d'état-major, qui est une instance existante au sein de la CEDEAO, prévoit les scénarios de génération de force. La difficulté dans cette intervention qui s'annonce, c'est qu'elle se situera en espace urbain, avec, on l'a vu dans les reportages, des populations fortement mobilisées en faveur de la junte et des milices populaires. Donc, elle pourrait être extrêmement sanglante, non pas seulement pas pour les hommes en uniforme, mais également pour les civils. Gérard Chaliand, vous qui analysez les conflits depuis tant d'années, comment est-ce que vous percevez ce risque pour la région sahélienne? Parce qu'on a bien vu, on va revoir une carte d'ailleurs qui est intéressante, ces pays de la CEDEAO sont divisés. Vous avez le Mali, le Burkina Faso, la Guinée, qui sont en appui du Niger. Forcément, il y a eu des putschs dans ces pays-là. Et puis, beaucoup d'autres pays, on voit les principaux, Sénégal, Côte d'Ivoire, Nigeria, qui pourraient intervenir. Comment vous percevez ce risque? Bon, la première chose qu'il faut dire, c'est que toute la région est en pleine recomposition. Pour parler franchement, c'est le bordel. Et ça ne va pas se régler facilement. Il y a des parties de bras de fer qui se jouent. Vous avez signalé tout à l'heure, par exemple, la présence des États-Unis. C'est quelque chose de nouveau. Bon, pourquoi? Parce qu'il y a aussi des Russes dans cette affaire. C'est-à-dire que ce n'est plus une affaire strictement localisée. Ça dépasse. C'est devenu une crise internationale. Et je vois deux choses très différentes. D'une part, je vois des dirigeants qui pensent certaines choses, et d'autre part, je vois les foules. Et les foules, elles, sont pour le changement. C'est très net. C'est-à-dire qu'il y a en ce moment, si vous voulez, un passage en direction d'un populisme très net, où, entre parenthèses, les forces de type religieuse ne sont pas absentes, qui va peser. Prenez la région. Est-ce qu'il y a du travail? Non. Est-ce qu'il y a une possibilité, en fin de compte, d'avoir un avenir pour un jeune homme ou une jeune femme? Non. Est-ce qu'il est possible d'aller quelque part? C'est bouché. Même le Brésil, qui a une forte communauté, ne veut pas accepter 50 000 ou 100 000. Donc, tout ça bout. Et en réalité, où sont les forces capables de fabriquer de la croissance?
C'est la seule chose qui compte, vous savez. À la fin de la fin, c'est la croissance. Tout le reste, c'est du baratin. Elles sont où? Parce qu'on dit qu'il y a malgré tout une aide internationale qui est extrêmement importante. D'accord. Parce qu'il y a une croissance. Pourquoi ça marche en Corée du Sud? Parce qu'il y a une croissance. Pourquoi ça marche au Vietnam? Oui. Parce qu'il y a une croissance. Mais comment l'amener, la croissance? On a bien compris que la rue nigérienne, comme d'autres rues d'ailleurs en Afrique, pointe du doigt l'ancienne force colonisatrice en disant... C'est facile. Bon, voilà. Mais qui le rapportera? On n'a pas les mains propres, oui, d'accord. Bien sûr, qui le rapportera? Même si on les a blanches. Mais le problème, c'est que la corruption, elle est là. Vous avez vu ces généraux gonflés de graisse? C'est de la graisse de la corruption. Je veux dire, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont changer quelque chose? Non, ce qu'il faut, c'est des despotes éclairés. Bon. On cite rarement, par exemple, parce qu'il n'est pas populaire, mais l'exemple du Rwanda. Au Rwanda, ça marche. Ça marche. À quel prix? Musclé. Avec Kagame, vous voulez dire. Mais il y a un despote éclairé. Bon, il faut faire quelque chose. Avec ce personnel-là, il ne se passera rien du tout. Tchiani ne sera pas un despote éclairé, pour vous. Voilà. C'est ça? Vincent Hugeux, vous voulez réagir? Oui, l'écueil du despote éclairé, c'est que l'histoire nous enseigne que l'éclairage finit toujours par fléchir et que le despote reste et devient de plus en plus tyrannique au fil des ans. Vous savez, il faut avoir à l'esprit que, dans le sillage de ce qui vient d'être dit, il y a un autre phénomène qui est inquiétant, mais à l'échelle d'au moins une génération, c'est la dévaluation de l'idéal démocratique. C'est-à-dire que les pouvoirs en place, plus ou moins bien élus, voire pas élus du tout, soutenus par leurs partenaires occidentaux, France en tête, ont tellement dévoyé la pratique de la démocratie élective par la fraude, par l'achat de conscience, par la corruption, qu'aujourd'hui, la démocratie, quand vous discutez avec des jeunes de l'intelligentsia africaine, passe quasiment pour un produit d'importation. Et c'est ce qui fait que ceux-là même que j'ai connus au Burkina, au Sénégal, au Niger, au Mali, qui se sont battus contre des pouvoirs tyranniques, despotiques, aujourd'hui peuvent très bien acclamer les putschistes. C'est un paradoxe, mais un paradoxe qui s'explique. Par ailleurs, un petit mot sur la CEDEAO, quand même. C'est un grand corps malade, la CEDEAO. 15 pays. La Mauritanie s'en est retirée en décembre 2000, de mémoire. 15 pays. Sur les 15 pays, vous en avez 4, c'est-à-dire plus du quart, qui ont été le théâtre depuis 2020, donc depuis avant-hier, d'un, voire de 2 coup d'État militaire. Et la CEDEAO commet l'imprudence d'émettre un ultimatum impérieux à 1 semaine. Or, elle a une réputation qui est assez épouvantable, là encore au sein des élites africaines. Elle passe pour un corps faible, tiède, qui brandit volontiers son sabre de bois, mais passe rarement à l'acte, et qui en plus serait inféodé aux partenaires occidentaux. Et j'ajoute, et je termine là-dessus, qu'il y a des écueils opérationnels quasiment insurmontables. Vous envoyez quoi? Un commando de para pour extraire Mohamed Bazoum des sous-sols de la résidence présidentielle où il est détenu? Alors, on en parlera sans doute, mais comment pourrait-elle se dédire au point de ne pas continuer à demander le rétablissement du président démocratiquement élu Bazoum? Éric Poncet. C'est bien le problème, je souscris totalement à ce que vient de dire Vincent. La CEDEAO a émis un ultimatum qu'elle ne pourra probablement pas honorer, puisqu'elle a quand même pas de force, elle n'est pas habituée à intervenir. Il faut qu'elle arrive à générer des forces de projection et non pas des forces militaires qui restent dans leur pays. Donc il faut mettre en place toute une logistique, tout un système autour de ces forces qui devraient être projetées. Je trouve qu'un indicateur qui montre que la CEDEAO n'interviendra peut-être pas, ou en tout cas que les élites n'y croient pas, c'est le fait qu'Alassane Ouattara n'y croit pas non plus, ne semble plus y croire. Lui qui est un ancien haut fonctionnaire de l'ONU, qui est bien rompu des organisations internationales, semble avoir un petit peu changé d'avis sur la situation. Mais en tout cas, la CEDEAO, en tant que force interventionniste, elle a encore ses preuves à faire et elle pourrait détruire sa réputation immédiatement. Alors, Gérard Chaliand. Juste un mot. Je suis d'accord avec vous en ce qui concerne le désintérêt récent pour la démocratie qui, finalement, n'a été qu'une farce. Moi, je pense qu'on évitera très difficilement l'épreuve de force. Voilà. D'accord. On y va. Il y aura une épreuve de force, quelle que soit la forme qu'elle prendra. Quelle que soit la forme qu'elle prendra, difficile à définir à l'avance, mais on va y déboucher.
Très bien. Alors, oui. Non, très rapidement. Bien sûr. Deux éléments sur la dévaluation de la CEDEAO en termes de crédibilité et de légitimité, c'est que elle s'oppose, en tout cas d'un point de vue rhétorique, au coup d'État militaire, mais qu'elle a validé des coups d'État civils avec des manipulations des constitutions, notamment en Côte d'Ivoire et en Guinée. Donc ce deux poids deux mesures lui est beaucoup reproché. D'autre part, je vous rejoins pour considérer que aujourd'hui le risque, c'est une épreuve de force de type interétatique cette fois-ci, c'est-à-dire qu'il va s'ajouter à cette crise multidimensionnelle, mais qui met aux prises des États avec des groupes armés, qu'ils soient djihadistes ou non. Là, il pourrait se surajouter des oppositions entre des États, et ce serait assez inédit dans la région depuis les années 80. Et on va y venir évidemment dans un instant, mais il y a des réactions non seulement en Afrique subsaharienne, ça tombe sous le sens, mais aussi plus au nord, au Maghreb, avec notamment la réaction d'Abdelmajid Tebboune, le président algérien. Évidemment, l'Algérie a une longue frontière avec le Niger, ne veut pas qu'il y ait un conflit armé dans cette région. Écoutez les arguments du président algérien. احنا رافضين رفض تام وقطعي بالنسبه للتدخل العسكري. تشوف الدول اللي دخلتوا فيها عسكريا وراها اليوم. يعني ما زال المشاكل مطروحه فيها، ما زال دول متشعبه، ما دام كذا، شوف ليبيا، شوف سوريا. التدخل العسكري ما يحل حتى مشكل. Voilà, c'est vrai qu'avec tous ces exemples, c'est quelque chose d'assez marquant chez Tebboune. Ce qui est intéressant, et ça doit vous intéresser, Ludmila Totieva, c'est que l'Algérie est alliée de la Russie. Donc il y a malgré tout un jeu géopolitique à large échelle qui est en train de se faire. Ça lui est facile de dire ça après une guerre civile. Hein. Ça lui est facile, oui, vous avez raison de le noter. Et l'exportation vers l'extérieur de ces djihadistes. Vous avez raison de le noter, Ludmila. C'est intéressant ce que vous soulignez, parce que ce qu'on voit, c'est en fait la reconstitution, si vous voulez, les blocs soviétiques et les alliés que la Russie maintenant est là aussi dans l'Afrique. Et ce qui est clair et net pour nous les Ukrainiens, mais aussi j'espère pour les Occidentaux, c'est que la Russie mène une guerre hybride contre l'Occident sur tous les champs possibles de bataille, y compris en Afrique. Mais regardez, c'est quand même pas étonnant, peut-être, mais qu'il y a des drapeaux russes partout en Myanmar. Et que, justement, Poutine, il joue cette carte de décolonisation ou colonisation qui est fortement perçue par la population locale. Et, en même temps, le contexte est que Poutine, il avait fait le sommet Russie-Afrique, où il y avait effectivement des discussions pour se porter, la Russie je veux dire, comme un élément alternatif à la démocratie. Mais c'est ça en fait, finalement c'est les deux systèmes de fer qui sont en train de faire face l'un à l'autre, je veux dire en Afrique, et Poutine il propose un système de fer qui pourrait justement, pour cette population-là, paraître très attractif. Mais d'ailleurs, les dirigeants ou les représentants africains qui sont partis de ce sommet, ils n'étaient pas très rassurés par ce que Poutine a pu leur proposer. Parce qu'il n'y a pas encore sur les céréales. C'est ça qui les inquiète. Mais ce que Poutine veut faire, c'est justement faire agiter l'Afrique pour qu'il y a plus de crises d'immigration ici, en Europe. Et ça, c'est clair que c'est son enjeu. Alors, ça n'a pas l'air d'être partagé. Non. Avant de parler des djihadistes, dans quelques minutes. Est-ce que, en effet, les Russes pourraient être les bénéficiaires dans un premier temps de cette crise? Alors, ils pourraient être des bénéficiaires, mais je ne pense pas qu'il faille les voir comme étant les instigateurs de ce qui se passe. C'est ça qui est très important à dire. Hein. Les Africains ne sont pas des marionnettes. Ils ont leur propre logique politique. C'est fondamental de le dire. C'est vraiment... pour moi, on n'est pas du tout dans la reproduction de la guerre froide. Aujourd'hui, on est au contraire avec des acteurs africains qui cherchent à jouer sur absolument tous les partenariats. Et le Niger était passionnant pour cela, parce que le président Bazoum, justement, était à la fois extrêmement proche des Occidentaux, notamment de la France, mais de la Russie également. Et d'ailleurs, le président Poutine a appelé à son rétablissement. Il y a des déclarations contradictoires de Prigojine qui semblent soutenir la junte, mais la Russie n'a pas l'air du tout à l'aise dans la position à adopter face à cette crise au Niger. On n'est pas du tout dans le même cas qu'au Mali. C'est un cas très différent. Parfaitement pertinent.
Mais alors, vous êtes l'arbitre, là, pour le coup. On vous croit. En tout cas, sur ce plateau, on a cessé de répéter qu'il n'y avait pas d'instrumentalisation des Russes. Voilà, je pense que c'est et qu'en revanche, ils pourraient en bénéficier, comme ça a été le cas, évidemment, au Mali ou dans d'autres pays. Il est clair qu'il faut s'affranchir de ce raccourci qui voudrait que les putschs militaires, avant-hier au Mali, hier au Burkina Faso, aujourd'hui au Niger, seraient ourdis dans des officines du Kremlin. Non. La posture des Russes, qu'il s'agisse de la Fédération de Russie, la Russie officielle, ou des soudards de Wagner, a toujours été opportuniste. On est dans une logique d'effet d'aubaine. On s'engouffre dans les brèches qui ont été ouvertes par, au fond, l'insuccès, voire l'échec, sinon le fiasco des opérations militaires anti-djihadistes. Et au passage, un mot sur l'éléphant dans la pièce, dont on parle pas beaucoup, pas assez à mon goût, c'est que si leurs préceptes religieux le leur permettaient, je pense que les cerveaux du djihadisme, eh bien, ils sabreraient le champagne au cimetière, parce que tout ça est une excellente nouvelle pour eux. Ils font leur miel du chaos dans leur projet d'extension du domaine de la lutte, dirait Houellebecq, c'est-à-dire d'une progression vers l'océan. Et c'est précisément la raison pour laquelle Justine Fraissinet est toujours avec nous, parce que Justine, bien sûr, ce coup d'État, l'hypothèse d'une guerre, tout ça, ça fait le jeu des djihadistes au Sahel. Oui, d'abord, rappelons le premier argument des putschistes le jour du coup d'État au Niger, la situation sécuritaire. Ils se disaient préoccupés, or leur coup d'État a objectivement l'effet inverse et déstabilise la région. Démonstration. D'abord, de qui parle-t-on ? Eh bien, le groupe le plus important dans la région, c'est Al-Qaïda au Sahel. On retrouve aussi la Wilaya Sahel, la branche sahélienne de Daesh. On estime qu'en tout, ces deux groupes rassemblent plusieurs milliers de combattants sans pouvoir avancer un nombre exact. Ces djihadistes se disputent la zone des 3 frontières que vous allez voir sur cette carte et qui se situe ici, à la frontière entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Ils combattent les armées du Mali et du Burkina Faso. Dans ces deux pays, les djihadistes parviennent d'abord à prendre des positions aux armées maliennes et burkinabées ou à s'emparer directement de villages. La présence djihadiste au Sahel est présentée sur cette carte en bleu. Au Niger, où l'armée française est appelée à se retirer, nul doute que les djihadistes parviendront à progresser également. Et en quoi cette nouvelle crise pourrait favoriser leur expansion ? Eh bien, pour comprendre, il faut observer ce qu'il s'est passé au Mali et au Burkina Faso. Lorsqu'un putsch éclate, cela crée automatiquement un vide sécuritaire. Les forces étrangères se retirent, la France en premier chef et l'opération Barkhane. L'armée nationale se disperse, certaines zones ne sont plus défendues et les djihadistes avancent donc beaucoup plus vite. Revenons désormais à la carte pour constater que le Niger est la zone où les djihadistes ont le moins avancé, car le pays abrite notamment des bases françaises et américaine et que l'armée nationale n'était pas dispersée dans d'autres missions. Le putsch remet tout cela en question. Les forces françaises pourraient très prochainement se retirer et l'armée nigérienne être engagée par les putschistes dans des combats contre les forces de la CEDEAO, ce qui laisserait aux djihadistes toute la place pour investir des localités. Autre fait, et pas des moindres, on sait que Wagner a déjà proposé ses services aux putschistes nigériens. Et ce que l'on observe dans les pays où Wagner est déjà présent, comme au Mali et au Burkina Faso, c'est que les miliciens commettent des exactions contre les populations civiles. Et les djihadistes font aussi leur beurre là-dessus. Ils jouent sur la frustration et la rancœur des populations visées pour se positionner en défenseur des peuples et ainsi recruter de nouveaux disciples. Donc, pour le dire clairement, le putsch au Niger et l'intervention armée qui plane sur ce pays profitera en premier lieu aux djihadistes pour, premièrement, gagner du terrain et deuxièmement, recruter parmi les déçus de la politique locale. Merci beaucoup, Justine. Beaucoup de mains se lèvent. Je sens que vous avez tous envie de réagir. Gérard Chalian, pour débuter. Après, mademoiselle. Alors. Alors. Merci beaucoup. Non, ce qui est très important de dire, c'est que ces groupes djihadistes se combattent entre eux. C'est un élément qui est fondamental à comprendre. C'est-à-dire que l'État islamique s'oppose de manière très violente à Al-Qaïda, qui est parfois vu comme le meilleur rempart contre ceux-ci. Donc la situation est déjà extrêmement complexe. Entre eux.
entre eux. Pour ce qui est du départ des forces, notamment de la France, il faut préciser qu'elle a été poussée au départ. Elle n'est pas partie parce qu'il y avait eu un coup d'État. Ce sont les putschistes, d'abord au Mali puis au Burkina Faso, qui l'ont contrainte à retirer ses troupes. Cet élément est très important. Et en ce qui concerne la présence de Wagner, il n'y a pas eu de changement majeur d'un point de vue opérationnel. Au contraire, il y a eu progression de ces groupes, y compris vers les pays côtiers, et on s'aperçoit que là où Wagner a été particulièrement efficace n'est pas sur le terrain, ce n'est pas au niveau tactique, c'est en matière de guerre informationnelle, et c'est là que leur influence s'avère redoutable. Donc aujourd'hui, Wagner au Niger, pour qui, pourquoi faire, la question n'est pas tellement d'un point de vue militaire. À mon avis. Alors, je reviens en tout cas sur ce que disait Justine Fraissinet. En gros, les pays putschistes, alors c'est peut-être notre biais occidental, hein, les pays putschistes connaissent une progression des djihadistes, c'est le cas notamment du Mali, c'est moins le cas du Niger. On se pose donc tous la question, est-ce que ce type de trouble, puisque pour l'instant on est au stade des troubles, pourrait favoriser une avancée peut-être des djihadistes vers Niamey? Question candide. Oui, vous savez, c'est très difficile de mesurer la progression de quelque chose de clandestin. Il y a des types qui vous disent ça progresse. Bon, les gens ne le croient pas parce que finalement, et puis d'un seul coup, on s'aperçoit que c'est devenu une force. Donc attention, tout ça, ça chemine. Et nous parlons aujourd'hui de cette région-là, mais en Afrique, ça ne marche pas du tout. Regardez la Somalie, regardez le Mozambique, regardez toute cette côte qui fait... L'Est africain. C'est embrasé. Le Congo, c'est le désordre absolu. Et qu'est-ce qui progresse? C'est divers groupes, qui sont d'ailleurs, comme l'a dit la demoiselle, antagonistes. Bon, on se flingue même. Parfait. Néanmoins, ça n'empêche pas la même idée de progresser, même lorsqu'elle est portée par quelqu'un d'autre. Et de ce côté-là, nous n'avons rien à opposer à cette espèce de rêve d'un changement que ces types prétendent représenter dans la mesure où eux, pour l'instant, ne sont pas corrompus. C'est-à-dire que moi, je les ai vus travailler en Asie. Ils sont superbes, jusqu'à ce qu'ils prennent le pouvoir. Et après, on vide morale. Bon, d'accord. Alors tout ça, c'est en train de se passer sous nos yeux, et il faut qu'on mesure à quel point c'est un mouvement puissant et très difficile de résister. Et là-dedans, bon, effectivement, comme elle l'a parfaitement vu, les Russes ne jouent pas une carte militaire. Non, c'est une instigation en quelque sorte. Voilà. Alors dans le jeu des influences, malgré tout, c'est une idéologie aussi, l'islamisme, comme les autres, et qui voudrait être hégémonique sur les autres, pour le coup. S'agissant du Niger, il faut ajouter aux deux grandes matrices du djihadisme, à savoir Daesh avec l'État islamique au Grand Sahara et Al-Qaïda via le groupe de soutien à l'islamo-musulman, il faut ajouter Boko Haram, dont le berceau originel était précisément le nord du Nigeria et qui reste extrêmement actif, notamment dans la zone du lac Tchad, au sud-est du pays. Le paradoxe de ce putsch, c'est qu'à la différence des précédents maliens et burkinabés, on pouvait d'une certaine manière miser sur le ressentiment des petits soldats qu'on envoie au casse-pipe avec des tromblons. Là, c'était une révolution de caserne de nantis. Le patron de la garde présidentielle a été choyé par le précédent président, le prédécesseur de Mohamed Bazoum, Mahamadou Issoufou, et d'ailleurs, lequel Issoufou a convaincu son successeur et, je dirais, neveu en politique, de le garder. Oui. Donc, si vous voulez, là, le paradoxe, quand ils invoquent l'échec sécuritaire, ça fait partie du kit du parfait petit putschiste. Hein. On invoque l'échec sécuritaire et la malgouvernance. C'est bien. Quand on regarde de près, même si la performance du Niger n'était pas éblouissante, elle était plutôt moins mauvaise que celle de leurs voisins en la matière. Et donc, on a effectivement, c'est une formule assez cruelle qui avait été employée très tôt en saison par un ancien directeur de cabinet adjoint de Bazoum. On a quelque chose qui est de l'ordre du putsch pour convenance personnelle, mais qui évidemment profite d'un terreau extrêmement propice et
est favorable. On a vu les 30 000 personnes réunies dans le stade de Niamey, donc il y a un fond populaire, en tout cas, qui peut s'enflammer assez rapidement. Guéric Poncet. Oui, sur le fait que le Niger était considéré comme, entre guillemets, un bon élève, effectivement, son armée, en tout cas, était relativement efficace. Elle était jugée efficace par les militaires français, qui étaient présents aussi à leur côté. J'ai pu voir aussi dans le désert des tactiques qu'ils utilisaient, héritées d'autres époques, mais où ils étaient tous en colonne et se déployaient au dernier moment face aux djihadistes. Et ils étaient réputés comme solides, ils ne se débandaient pas face au feu. Donc vraiment, leur armée était solide. Et aujourd'hui, finalement, le problème qui va se poser, c'est que les lignes d'approvisionnement en armes qui viennent de la Libye ou de l'Algérie vont se rouvrir pour les djihadistes, au profit des djihadistes, et que, peut-être pas immédiatement, mais dans quelques mois, ou dans 1 an, ou dans 2 ans, ils vont avoir vraiment une logistique assez solide pour pouvoir mener des opérations de plus grande ampleur. Et il est possible qu'on se retrouve face à des situations comme on avait vu au moment de l'opération Serval au Mali. Gérard Chalian. Un mot aussi important, c'est que c'est une région à suivre parce que dans les 20 dernières années, la population a doublé et c'est pas fini. C'est-à-dire que le poids démographique travaille, si vous voulez, pour le désordre. C'est comme ça. Oui, avec des jeunes qui aspirent à mieux, qui aspirent à une... Bien sûr. Le meilleur, bien sûr. Et où est-ce qu'on débouche, en définitive, quand il n'y a pas de boulot? Dans la lutte armée. Votre fusil, c'est votre boulot. Le taux de fécondité du Niger est considéré comme l'un des plus élevés, sinon le plus élevé au monde, entre 7 et 8 enfants par femme en âge de procréer. Les projections sont quand même assez ébouriffantes. Ils sont 26 millions aujourd'hui, 79 millions à ce rythme, bien entendu, en 2050, et plus de 200 millions à la fin de ce siècle. Alors, d'où l'importance, effectivement... C'est-à-dire pas très loin des États-Unis. Oui, alors qui eux auront peut-être décliné d'ailleurs en termes démographiques d'ici 2050. Niagale Bagayoko, je repose cette question très, très simple. S'il y a des troubles, une intervention armée à Niamey, peut-être un élargissement de ce conflit dans la région, est-ce que les djihadistes automatiquement en profiteront? On serait tenté, nous, de répondre oui, bien sûr. Moi, je pense que oui, ils en profiteront. On parle beaucoup plus en France de la partie du Sahel central, donc dans cette zone entre le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Mais la zone du bassin du lac Tchad est très importante, notamment parce qu'il y a une force armée sous-régionale qui, notamment, met côte à côte les forces armées du Nigeria et du Niger. Et on voit tout de suite qu'aujourd'hui, étant donné la situation de confrontation, ce front, qui est plutôt mieux contenu qu'ailleurs, ne va pas tenir. Donc oui, il faut s'attendre à une progression. Effectivement, du côté Est aussi, Tchad. Voilà. On ne parle même pas du Soudan qui connaît beaucoup de troubles ces derniers temps. Dernière grande question, que peuvent faire la France, les États-Unis? Alors effectivement, les États-Unis tentent apparemment d'apporter un coup de main pour la médiation. La France, il y a 1500 soldats qui sont stationnés à côté de Niamey. Aujourd'hui, on a appris d'ailleurs qu'elle privait le Burkina de certaines aides au développement. Est-ce que c'est une façon de faire pression peut-être sur le Burkina, d'essayer de régler ça par d'autres moyens de pression, en tout cas qu'une intervention armée? Il y a eu cela, il y a aussi la publication des cartes de conseil aux voyageurs qui sont apparues rouges pour les 3 pays, ce qui est la première fois depuis 10 ans et ce qui est perçu par ces pays comme une mesure de rétorsion aussi. Mais la France, en tout cas au Niger, a très peu de marge de manœuvre, notamment en raison de l'hostilité de l'opinion publique vis-à-vis de sa présence, qui n'est pas nouvelle, qui s'est manifestée notamment de manière très violente par l'attaque d'un convoi de l'opération Barkhane il y a 2 ans, qui s'est soldée par 3 morts du côté nigérien et qui a démontré la profondeur du sentiment de rejet de la présence militaire française et plus largement occidentale. Plus les militaires d'ailleurs que les civils, apparemment, qui sont moins l'objet d'un rejet, en tout cas les expatriés. Tout à fait. Ce sont les symboles, pardon, juste en amont, ce sont les symboles de la politique étrangère de la France, l'ambassade, les forces armées, mais les ressortissants à titre individuel, non. En amont, la marge de manœuvre dans la France est extrêmement étroite. En ce qui concerne les États-Unis,
il faudra qu'ils se fatiguent davantage qu'avec un avion ou une pression. Je veux dire que c'est pas un détail. Donc s'ils veulent véritablement s'occuper de la région, il va falloir qu'ils s'en occupent plus sérieusement que ça. Oui, mais... Pour l'instant, la situation est entre les mains des Africains et de façon incertaine, on marche vers l'affrontement. Pour vous, ça semble effectivement assez clair, même si ça n'est pas partagé par tout le monde. Vincent Hugeux, pour la tendance lourde de la stratégie américaine était plutôt de sous-traiter les enjeux africains, notamment sahéliens, aux Français, parce qu'ils ont d'autres priorités géostratégiques, notamment asiatiques, et je dirais accidentellement russo-ukrainiennes, ce qui d'ailleurs était aussi une entrave à leur ligne doctrinale du moment. Et puis, s'agissant de la France, commençons par dire ce qu'elle ne peut pas faire, c'est-à-dire intervenir. La France est réduite au silence et à l'humilité dans cette affaire. Emmanuel Macron et son entourage rêvaient d'un désengagement graduel, négocié, méthodique, et se trouvent condamnés à une forme de débandade, car c'est une réduction de voilure qui n'est pas voulue, mais qui est subie. Donc, pour, à mon sens, une génération, la France est condamnée à une grande discrétion, une grande retenue, et à une focalisation sur des projets locaux, très concrets et très... pratique. Tout le monde est d'accord là-dessus. C'est-à-dire que imaginons que la CEDEAO demande aux 1500 Français qui sont à Niamey d'intervenir. Ça vous semble inconcevable, Guéric Poncet? Impossible à la fois sur le plan politique, mais aussi sur le plan matériel. 1500 soldats français coupés de leur base logistique ne pourraient pas intervenir durablement. Ce qui est sûr, c'est qu'on voit quand même ces dernières années un basculement régional, sans guerre, sans invasion, mais toute la région bascule. Aujourd'hui, peut-être qu'avec cet ultimatum et ces perspectives sur les djihadistes, ce sera le moment pour la poudre de parler. Gérard Chaliand. Oh, je dis, il vaut mieux le retraiter en ordre que de s'enliser. Et je trouve que de ce point de vue-là, la politique de M. Macron a été sage, même si elle n'est pas... Avec les retraits précédents, vous voulez dire, de cette région. Donc pour vous, il faut que les 1500 militaires français à Niamey partent. C'est parfaitement pertinent. Ce qui a été moins sage de la part d'Emmanuel Macron, c'est de se précipiter à N'Djamena pour aller adouber, seul chef d'État occidental en la matière, une succession dynastique et familiale couleur kaki, ce qui a rendu le discours de la France sur la démocratie parfaitement inaudible sur tout le continent.